glossine. Donc à part donc des images Landsat, ça a été fait. Donc tout ce qui est donc couleur rouge correspond à l'endroit où se localisent donc des glossines. Et on a fait ce qu'on appelle donc des polygones. Et l'ensemble donc de ces informations ont été donc transmises au niveau donc des GPS qui nous permettent aux techniciens donc de terrain d'aller donc faire ces études entomologiques en posant donc des pièges. Donc tout ce que vous voyez, c'est des zones favorables et les points bleus, c'est les pièges donc qui sont posés. Pour cette prospection donc entomologique, cette zone des Niayes, comme je l'ai dit tantôt, de Dakar à Saint-Louis avec 294 donc mailles, on se retrouve avec cette étude qui nous a permis de pouvoir réduire, d'avoir mené cette prospection uniquement sur 80 mailles. Et il s'avère que tout ce qui est en rouge concerne les zones où les glossines donc ont été capturées. Et on a pris également des dispositions pour que tout ce qui est maille contiguë soit également considéré comme zone infestée, ce qui nous fait donc une superficie de 1300 km² infestée. J'ai dit tantôt, il faudrait que cette zone soit également donc isolée. Et il fallait donc faire une étude génétique par rapport à la population des Niayes et également par rapport à la population de la zone la plus proche de la zone endémique, c'est-à-dire la région de Casamance, donc c'est la zone donc de Missirah. Et les études génétiques nous ont montré, on a pris Dakar pour Sébikotane Diacksao, et les résultats ont montré que la zone donc de Missirah, qui est la zone la plus proche de la zone endémique, sur le plan génétique était différente donc de la zone des Niayes. Il fallait également faire ces études parasitologiques qui ont montré donc ces résultats, aussi bien chez les bovins, chez les petits ruminants que chez les ovins, avec des prévalences donc relativement faibles. Maintenant, la phase préopérationnelle. Il fallait également mettre en place donc un insectarium avec tous les équipements donc requis. Et là, donc, vous voyez que c'est la mise en place donc de l'insectarium. On essaye maintenant de reproduire les conditions du milieu extérieur au niveau donc de notre insectarium. Donc, il faut l'électricité continue, donc un groupe électrogène, il faut une température de 24 degrés, donc les splits, il faut une humidité de 80-85% donc au humidificateur, et également des systèmes pour endormir donc les mouches. Mettre également en place le système d'alimentation, comme vous le voyez ici, parce qu'il faudrait également que ces mouches puissent s'alimenter de façon donc artificielle. Et la question principale, c'était de voir qu'est-ce qu'il fallait maintenant avoir comme dispositif. Des mouches adultes ou bien des pupes. Le problème qui se posait là-bas, parce qu'il fallait donc les irradier. Et ce faisant, nous ne disposons pas d'irradiateurs. Et les procédures administratives sont très longues, 5 ans, 6 ans, le projet ne pouvait pas attendre. Il y a également le coût, 1 demi-milliard donc de francs CFA. Donc on a jugé donc nécessaire, étant donné qu'on avait la même population au niveau du Burkina Faso et qu'il y a également un irradiateur, de pouvoir donc importer donc ces mouches au niveau donc de la Guinée-Bissau. Des pupes ou bien des mouches adultes. Des mouches adultes, normalement quand on les importe, il faut automatiquement procéder donc au lâcher. Nous ne disposons pas donc de jet privé qui nous permettait donc de pouvoir recevoir de façon continue ces mouches. Donc la seule alternative c'était donc les pupes. Maintenant, le problème au niveau donc des pupes, c'est quoi? Les insectariums d'origine ont besoin des femelles pour pouvoir augmenter leur production. Et le projet a besoin donc uniquement de mâles. Et si nous recevons des pupes qui ont 2 semaines d'âge, ce qui se fait de façon continue et de façon régulière dans tous les insectariums, il n'y a pas de problème. Mais on risque de réduire la capacité de reproduction. Il fallait donc avoir que des pupes pratiquement mâles. Et au niveau donc mondial, il n'y avait pas eu d'études donc dans ce sens. Il fallait donc mettre en place un dispositif qui permet de recevoir pratiquement que des pupes qui sont mâles et qui sont donc irradiées. Donc beaucoup d'études ont été donc faites donc dans ce sens. Et il est avéré qu'on a pu avoir des résultats satisfaisants qui nous ont permis de pouvoir recevoir des pupes dont les émergences ont déjà commencé dans les insectariums d'origine, qu'on a bloqués, et pour pouvoir donc les transporter. Donc, il s'agira donc du sud-est et également de la Slovaquie et également de l'Aïa au niveau donc de Seyberdorf. Et comme je l'ai dit tantôt, il fallait maîtriser donc ces conditions donc de transport. Et vous voyez là qu'il y a cette boîte isotherme qui est là, les pupes qui sont là, des humidificateurs
pour maintenir cette humidité au cours du transport. Des packs essuie-tout pour maintenir la température inférieure à 10 degrés, parce que si la température dépasse, les pipes vont émerger au cours donc, du transport. Et il faut améliorer pour réduire tout ce qui est choc. On a parlé de choc thermique et également les chocs mécaniques, avec tous ces conditionnements sciure de bois ou bien coton. On reçoit maintenant les pipes. Il faut maintenant voir est-ce que ces mouches du CIRTES ou bien de la Scavati, c'est-à-dire la même population, sont compatibles avec notre population. Sont compatibles également, est-ce qu'elles sont compétitives? Donc cette étude donc, a été faite au niveau donc, de 4 sites de la zone des Niayes. Et pour aller vite, les résultats montrent que 3 paramètres, la mortalité, la dispersion et la compétitivité, ont été donc mesurés. Il s'est avéré que les résultats étaient concluants pour qu'on puisse donc utiliser ces mouches en provenance donc, du CIRTES. On a fini donc cette phase opérationnelle. Il fallait maintenant procéder à la lutte proprement dite. Et notre zone a été divisée en blocs. Je l'ai dit, il y avait les mailles et on a donc eu 3 blocs. Le bloc 1 Kayar qui était faiblement infesté, moyennement infesté, le bloc 2 Pout qui était fortement et le bloc 3 Dakar et Thiès qui était donc moyennement donc infesté. Et j'ai dit, il y avait 2 étapes, la suppression, qui consiste à poser des pièces et des écrans qui sont imprégnés, à traiter les animaux et également à placer des filets moustiquaires. Là, c'est un exemple donc, du bloc 1 Kayar où tous les points, c'est des pièces donc imprégnées. À peu près 3000 pièces ont été posées. La phase d'élimination proprement dite, avec donc les lâchers donc, de mâles hystériques. Ces mâles qui seront lâchés vont s'accouper et rentrer en compétition avec les mâles sauvages, s'accouper avec les femelles sauvages, pour qu'il n'y ait pas de descendance. Ou bien s'il y a descendance, la descendance n'est pas viable. Et quand on reçoit ces pupes, on essaie de reproduire les mêmes conditions du milieu extérieur. Dans le milieu extérieur, les pupes sont enfuies à 3 cm. C'est ça qu'on essaie de reproduire avec un mélange de poudre fluorescente pour qu'on puisse maintenant identifier quand on fait donc des recaptures. Et ce faisant, on fait également ce qu'on appelle un test qualité. On a le même dispositif pour utiliser après émergence les mouches. On met en place un système donc qualité. Ce système qualité, la différence, on a mis un tube qui fait 10 cm donc, de hauteur. Quand il y a émergence, c'est seulement les mouches de très bonne qualité qui parviennent à sortir donc, de ce tube. On reçoit 100 pubs, on fait le test qualité, il n'y a que 30 qui sont opérationnels. Et c'est ces 30 mouches-là qui vont rentrer en compétition avec donc, les sauvages. Voilà donc le test qualité qui nous permet, après les émergences, de pouvoir les laisser dans le sectarium sans les nourrir pour voir combien de temps ces mouches peuvent survivre sans alimentation. Après le test qualité, on a également le lot qu'on doit utiliser pour le lâcher. Et pour ce faire, après les émergences, ces mouches se retrouvent dans une table froide pour les endormir, pour trier quelques femelles qui sont égarées et quelques mouches pas opérationnelles. Et procéder, comme je l'ai dit tantôt, à l'alimentation, avec un sang qui est traité, avec des trypanocytes, pour qu'on puisse éviter une infestation ultérieure quand ces mouches piquent des animaux donc malades. On a utilisé différents types de lâchers, des lâchers au sol, des lâchers aériens avec des boîtes et également des lâchers aériens avec une machine automatique. On va y revenir. Pour les lâchers au sol, je passe rapidement, c'est des lâchers au sol qui se font donc avec donc, des boîtes qu'on lâche directement au niveau donc, des sites. Maintenant, pour les lâchers aériens, il fallait maintenant déterminer au niveau de chaque boîte ce qu'on appelle donc des lignes de lâcher. Des lignes de lâcher, en faisant cette étude de dispersion, on a pu délimiter des lignes de distance donc de 500 mètres. Et là, vous voyez comme le bloc 1, le bloc 2 et le bloc 3. Et il faut préparer donc ces mouches pour les lâcher. Nous les mettons dans la table pour les endormir, faire le tri, les mettre dans des boîtes biodégradables, les mettre dans une glacière avec un système donc, de refroidissement. Le système de refroidissement permet d'endormir les mouches afin que ces mouches ne puissent pas voler à l'intérieur de la boîte et également perdre leur aile. Et là, c'était donc les lâchers aériens avec donc des boîtes en utilisant un ULM, les petits avions, où tout était géoréférencé au niveau donc des lignes. Chaque point, le pilote donnait le signal au technicien pour faire le lâcher. L'autre élément important, l'originalité de cette étude, c'est les lâchers automatiques avec une machine, qui est également une première au niveau donc, mondial. On s'est basé sur la mouche donc, des flux avec l'expertise mexicaine pour mettre en place une machine donc, de lâcher. C'est la première fois qu'on puisse utiliser donc, une machine pour les lâchers donc, automatiques,
où il y a un logiciel et une tablette avec toutes les coordonnées. Et là, nous avons les cylindres, la cylindre où se trouvent donc les mouches. Et à chaque fois que l'ULM arrive au niveau de la zone, le lâcher se fait donc automatiquement. Les résultats rapidement par rapport au suivi entomologique, comme je l'ai dit, on a 3 blocs. Et le suivi, dans le bloc 1, on a 25 pièges. Dans le bloc 1, on a 25 pièges. Dans le bloc 2, bloc 1 qui est déjà éradiqué. Le bloc 2 en cours d'élimination par les lâchers. Et le bloc 3 en cours de suppression. Quand on lâche, on fait des recaptures pour voir si le travail est bien fait. Et on a un système qui nous permet de pouvoir identifier tout ce qui est mouche sauvage et également donc mouche stérile. Comme je l'ai dit, il y a un mélange de poudre fluorescente et quand il y a émergence, il y a un organe au niveau de la tête qui se colore. Et ça nous permet donc de pouvoir différencier les mâles stériles qu'on a lâchés et les sauvages. Et cette revue montre donc les densités apparentes qu'on a trouvées depuis donc, le début du projet. Je l'ai dit tantôt, le bloc 1 c'est le bloc qui est déjà éradiqué. Le trait rouge c'est le début de la suppression. Le trait bleu, le début de l'éradication par les lâchers de mâles stériles. Et le trait vert, c'est quand on a arrêté les lâchers. Et vous voyez que, comme je l'ai dit tantôt, dans ce bloc, parce que depuis 2012, on n'a pas capturé de mouches sauvages. Et dans le bloc 2 également, où on est en phase d'éradication, pratiquement depuis presque un bon moment, on n'a pas capturé donc de mouches. Et le bloc 3, on est en phase de suppression et également, on n'a pas capturé donc de mouches sauvages. Et là, tout juste pour vous donner une idée du nombre de mouches lâchées depuis le début du projet, tourne autour de presque 4 millions et quelques mouches. Et les recaptures, un point également important, parce que quand on lâche, il est important donc de savoir ce qu'on recapture, autour de 70 000. Le suivi d'incidence qui est également important, où nous avons des résultats dans 3 parties. Tchénaba qui est une zone qui n'est pas du tout infestée, Kaya et Pout. Et les résultats montrent donc un suivi d'incidence où l'incidence diminue au fur et à mesure. L'autre élément, c'est le suivi d'impact environnemental. Il nous montre que le projet n'a pas d'impact environnemental sur l'environnement. Et deux indicateurs, bioindicateurs ont été choisis, les papillons donc, et les cétoines. Et on a fait cette étude dans 5 sites, Dakar, Kayar, Thiès et Pout, la zone du projet, et également Bourg qui est en dehors du projet. Et ces éléments montrent, il y a 2 figures, je ne vais pas rentrer dans les détails, les papillons donc, et les cétoines, qui montrent que parmi une dizaine d'espèces, il n'y a que 2 espèces qui ont vu leur densité diminuer au cours de la phase de suppression, mais quand on a commencé donc les lâcher, on a vu que ces densités ont commencé donc à remonter. Une étude également socio-économique, où on a eu également des résultats importants. Il y a eu deux phases, mutation faible et fort également mutation. Mais ce qui ressort dans tout ça, c'est que le projet est également rentable. Des études ont été faites et ont montré que par rapport à ces aspects au niveau donc des élevages, il y a un gain de presque 1 400 000 de francs d'euros, 1 400 000 euros. Et au niveau maintenant des partenaires, c'est-à-dire les partenaires techniques et financiers, il y a un retour vers l'investissement à partir donc de la 6e année, avec un taux de rentabilité interne qui tourne autour de 16% et également une valeur actualisée nette autour de 1 300 000 euros. Ce qui a permis donc, par rapport à cette étude socio-économique, de pouvoir voir au niveau donc de cette zone des Niayes, une introduction maintenant de races exotiques pour améliorer la production de lait. Et dans les perspectives donc pour finir, nous voyons qu'on va continuer le monitoring dans le bloc 1 qui est éradiqué. Et à partir donc de 2019, de fin 2018, on arrête les lâchers dans le bloc 2 et faire le monitoring et commencer l'éradication dans le bloc 3. On va également poursuivre l'étude du suivi d'incidence et également le suivi d'impact environnemental. Et ce projet également sera étendu dans la zone donc, du Sine Saloum. Le problème qui se pose ici, c'est que l'espèce qui existe dans la zone du Sine Saloum est identique sur le plan génétique avec la population qui se trouve au niveau donc, de la Gambie. Il faudrait maintenant trouver des liens de connexion pour mettre en place donc, ce projet. Et pour finir, ce projet donc, a été donc, primé dans l'Expo Milano 2015 sur 749 projets, 13 ont été primés, dont le projet donc, du Sénégal qui était deuxième maintenant dans sa catégorie. Et avec tous ces résultats donc obtenus, il est prévu le 6 décembre une déclaration
politique, je pèse mes mots, je dis politique, de l'éradication des glossines donc, dans la zone des Niayes, qui sera couplée avec donc, la journée de l'élevage qui sera présidée par le président de la République. Je vous remercie de votre aimable attention. Qui sont évalués. Ici, vous avez déjà Biodeposit, qui est un des produits biologiques à tester. Vous avez également Éléphant Vert, qui constitue également un autre produit. Mais il y a également des produits qui sont au niveau national, notamment le contexte, comment le projet a en 2017. Et à ce point de vue, une campagne a été réalisée en particulier sur l'effet de la fertilité des sols constitue un problème majeur avec également un contexte marqué par de plus en plus une exigence plus importante les producteurs bio, mais également la requête d'évaluation avec la mention que l'utilisation importante de ces ravageurs de manière générale. Et donc, ça a constitué une opportunité de pouvoir adresser cette demande par rapport aux biofertilisants. Mais il faut noter également qu'à la suite de l'atelier du 13 mars 2016 organisé au niveau d'Abidjan, dans la situation des biofertilisants organiques avant leur diffusion à grande échelle, il était convenu avec le CORAF que le projet soit commissionné pour adresser cette problématique-là, pour comparer d'abord les fertilisants organiques avant de les promouvoir dans la sous-région et au niveau des pays, au niveau du Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Mali, le Sénégal et le Niger. 2 ans qui évalue l'effet de ces biofertilisants sur 14 cultures au niveau de la sous-région. Au Sénégal, les cultures qui ont été choisies concernent le riz, l'oignon et l'arachide pour le Kenya et les aspects socio-économiques au niveau du Mali. Ce que je disais à ce point de vue, la diffusion ces pluridisciplinarités permet que l'ensemble concerne le CDH. On a 2 collègues en défense des cultures qui adressent en même temps la problématique avec le LRPV. On avait considéré les maladies comme la cercosporiose, la fonte des semis, mais également les pucerons et la recette comme important. Mais comme vous vous en rendez compte, c'est lié à des priorités mises en place au niveau du groupe, mais pour l'arachide, de la germination à la levée jusqu'au niveau de la récolte, on rencontre un cortège assez important au niveau de la DPV. Cet agent Philopaga a posé des problèmes parce que les producteurs ont amené du fumier brut au niveau des parcelles où les larves de Philopaga étaient déjà, ou les œufs, et ces Philopaga rongent les racines et donc à ce point de vue, c'est important de prendre la main de lutter également contre ces problématiques. L'objectif de faire des recommandations. Pour la petite histoire, puis avec autant de qualité qui non seulement augmente les rendements des cultures, c'est prometteur, mais les biofertilisants organiques sur les agents pathogènes et les ravageurs connus pour pouvoir prendre des recommandations, mais également réaliser des fiches techniques et des bases de formation des producteurs. D'autres éléments sont pris en charge, les résultats attendus 3, 4 et 5 qui concernent les fertilisants organiques sont pris en charge par l'équipe ailleurs, comme je l'ai mentionné. Et donc, pour la première et la deuxième année, on avait commencé en 2017 dans la zone en station au niveau de Nioro.
dans la zone de Nioro. Ici, les sites, c'est la station de Nioro. Et en milieu paysan, actuellement, nous sommes à Paoskoto, à Dagaseko et à Sintima Mundari. Ok. Donc, je présente rapidement. Donc, les traitements concernent le biodéposit éléphant vert, Biotos. Biotos est un produit au niveau Sénégal et biodéposit avec 100% de doses recommandées d'engrais 6-20-10 et éléphant vert avec 100% de doses recommandées NPK 6-20-10 et également la moitié dose au niveau de biodéposit, l'ensemble des traitements, soit 11 à 12 traitements qui ont été testés. Et donc, au niveau dispositif, on a utilisé un dispositif à un facteur avec 4 répétitions en station et en milieu paysan avec la variété 73. En milieu paysan, on avait 6 répétitions et la répétition était considérée, une parcelle paysanne a été considérée comme répétition. Et donc, les apports ont été faits 4 pour Elixir, il s'agit de biodéposit, et on a également 2 applications 4 jours après les semis, et on a également l'apport du NPK 15 jours après. La parcelle, au niveau de l'arachide, c'était des parcelles élémentaires de 6 mètres sur 6 mètres et 40 pieds par ligne, 12 lignes par traitement, soit 480 pieds par traitement. Voilà un peu en panoramique les parcelles, comment c'était disposé. Et les paramètres phytosanitaires suivis, s'agit essentiellement, compte tenu de ce qui est fait au niveau sous-région de la fonte des semis, la cercosporiose, les pucerons en rapport avec la rosette, mais en plus on a suivi les trips parce que on a trouvé leur impact assez important au niveau des observations menées en vicinité. Et donc essentiellement voilà les espèces. Vous voyez déjà au niveau de la fonte des semis les espèces. Là, il faut noter qu'il fallait distinguer l'effet des termites, mais également l'effet des youles qui peuvent également contribuer à ça. Au niveau, comme vous voyez ici, les trips sont responsables de cet aspect poussiéreux au niveau des expérimentations. Et donc, on a cherché l'incidence, la densité, et on a essayé de voir si au niveau des différents traitements, qu'est-ce qu'on obtient. On a trouvé que l'incidence en 2017 au niveau de tous les traitements, au niveau de Biotos, on avait 26% et éléphant vert et Biotos, on avait également autour de 26%. Alors qu'au niveau de biodéposit, avec 100% de NPK et 50%, on avait les éléments où c'était beaucoup plus élevé en termes de... Mais notez que globalement, la fonte de semis a été importante au cours de la première année. Au cours de la deuxième année, les mêmes tendances ont été obtenues en termes de fonte de semis assez importante, mais il faut trouver que ici on a une certaine variabilité. En milieu paysan, l'incidence a été beaucoup plus faible en termes de pour l'ensemble des équipes, mais on trouve que Biotos avec 50% était très intéressant, Biotos également tout court était très intéressant. Par rapport à la rosette, il faut noter que les résultats sont en train d'être dépouillés pour la deuxième année. Pour la rosette, l'incidence était faible et nous pensons que cela a été lié à la pluviométrie. Comme vous savez, quand il y a pluviométrie, les pucerons sont impactés et donc l'incidence de la rosette a été faible. Quand on a fait la tournée en milieu paysan également, on a noté que dans certaines parcelles, c'était seulement dans la zone de Paoskoto où on avait pratiquement ces pucerons. Pour les trips, ce qui était étonnant quand même, au cours de la première année, on est en train de dépouiller les résultats de la première année, mais au niveau de la deuxième année, mais au niveau de la première année, on a noté une importance globale des trips qui était très élevée
Et ça, je pense, ça mérite un suivi parce que nous pensons que le fait qu'on ait cette humidité pendant la période et la forte chaleur, ça a contribué à augmenter la présence de ces trips dans les expérimentations, surtout dans le mode d'irrigation qui a été utilisé. Voilà, donc en conclusion partielle, nous pouvons dire qu'au cours de ces 2 dernières années, on a trouvé une certaine variabilité quand même, spatio-temporelle. Des biofertilisants ne protègent pas contre la fonte des semis. Ça reste à confirmer, peut-être au cours de la 2e année, mais c'est ce qu'on a trouvé. Et l'incidence de la rosette est faible de manière globale au cours des 2 dernières années également. Et donc, avec l'absence des trips, les pucerons n'ont pas été très importants dans toutes nos observations. Nous pensons qu'on a de fortes densités, en particulier avec le traitement biofertilisant, biodéposite 50% et le traitement comparativement au traitement NPK pur 6-20-10, soit 21 à 24 trips par pied. Et donc nous pensons qu'on doit continuer pour traiter les données de 2018 pour voir est-ce qu'on aura les mêmes tendances avant de conclure définitivement. Voilà, je vous remercie. On n'a eu aucune obligation pour les produits halieutiques. C'est assez inquiétant. Je pense que c'est une erreur. S'il n'y en a pas, donc ça veut dire qu'il y a un problème qui se pose que nous devrons en tout cas examiner au niveau de notre commission. Donc ça, c'était la première préoccupation. La seconde, c'est on nous a interpellés en tant que CST sur le passage justement de ces propos, disons en tout cas de la démarche actuellement qui est adoptée, du passage aux axes stratégiques. Mais on n'a pas vu quelque chose qui a été présenté là-dessus. Qu'est-ce qui a été fait réellement dans ce domaine-là? Est-ce que vous avez commencé déjà à travailler sur ces axes-là pour voir justement quelles ont été vos préoccupations et où est-ce que justement on pourrait éventuellement vous conseiller pour y aller? Donc ça, c'était les 2 préoccupations pour l'ETS. Pour Massal, la première préoccupation, c'est surtout par rapport aux chiffres. Il est vrai qu'on a essayé de chercher des avantages comparatifs, mais on continue toujours à nous donner des chiffres qui datent de très longtemps et qui n'ont pratiquement aucune base scientifique. Donc, je prends le cas des emplois. 600 000 emplois, on le répète dans tous les documents qu'on voit, malheureusement les sources ne sont pratiquement pas toujours les mêmes. L'année dernière, disons pas l'année dernière, le dernier CSC, on avait attiré votre attention là-dessus, pour que vous essayiez, vous, en tant que chercheur, de voir comment vous pouvez justement améliorer la qualité de ces données-là. Parce qu'on s'appuie sur cela pour prendre des décisions, alors que ce sont des chiffres qui sont complètement dépassés dans ce niveau-là. Et on reprend encore les anciens chiffres. Je crois qu'il faudrait faire très attention là-dessus. Notre préoccupation, c'est bien entendu, c'est par rapport aux avantages comparatifs. On raisonne ici comme si on faisait soit on opte pour le pétrole, soit on opte pour le gaz, ou bien on opte pour la pêche. Alors qu'on n'est pas à ce niveau-là. Donc je crois qu'il faudrait que vous, en tout cas, cherchez, que vous essayez de voir quelle est la problématique sur laquelle vous devez travailler. Le pétrole, le gaz, ou bien on fait de la pêche. Je pense que, comme l'a dit Québec, je renforce un peu la question dans ce sens-là. Je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Ma deuxième préoccupation est relative à l'exposé de Dr Mohamed Al-Sek concernant la trypanosomiase au niveau des Niayes. Je pense que l'exposé est très éducatif, très instructif. Je m'attendais, évidemment, je pense que c'était surtout les perspectives qui m'intéressaient par rapport à cette glossine, à cette trypanosomiase qui sévit, comme vous le savez, dans d'autres zones au Sénégal, autres que les Niayes. C'est vrai que les Niayes, c'est important compte tenu de l'importation des animaux exotiques, mais il s'agit d'une maladie qui est plus endémique dans d'autres zones du Sénégal. Et la question que je voulais poser, c'est les perspectives pour une exploitation de ces techniques dans des zones où la trypanosomiase est beaucoup plus présente et qui concerne effectivement un cheptel beaucoup plus important que celui qui est dans la zone des Niayes. Je pense que vous avez parlé en perspective
Il est prévu donc de faire un autre projet au niveau du site Salou. Je pense qu'il faudrait peut-être plus de précision par rapport à ces perspectives. De voir un peu comment est-ce que l'étude que vous allez mener dans les autres zones va être menée et quelles sont les circonstances, en tout cas les raisons qui font le choix de ces zones-là, de manière graduelle par rapport à la problématique générale, disons, de la tripanoïdale au niveau du Sénégal. Voilà les deux préoccupations que j'avais. J'encourage les équipes dans le cadre des travaux qui sont menés. Je vous remercie. Des réponses précises aux recommandations que nous avions faites et je vous en félicite. Je suis d'accord avec Québec sur le plan stratégique. Je crois que la dernière mouture que nous avons eue était bien faite et nous l'avons souligné. Là maintenant, je pense qu'il est important qu'on se rassoie, qu'on discute de manière à ce que vous nous disiez quelles sont vos stratégies, sans jeu de mots, ce que vous comptez faire dans l'immédiat, de manière à ce qu'on puisse vous aider réellement à mettre en œuvre le plan stratégique et à l'implémenter. Je crois que c'est ce qui ressort de ce que vous avez présenté. Je ne recommencerai pas, on enregistrera les différentes recommandations et les difficultés que vous avez eues pour appliquer les propositions que vous avez faites sur le changement de format. Ça, je pense que ça peut se discuter après dans différents comités. Maintenant, pour en venir aux expositions ici, comme le professeur Bien, je partage son avis sur la clarté des exposés, sur leur intérêt. J'ai deux ou trois petites questions. La première, c'est pour la pêche. Je suis d'accord sur le fait que ce n'est pas un comparatif pêche, exploitation de pétrole. Ça, je crois que c'est important de le souligner. Mais par contre, les perspectives de ce qu'il faudra faire en tant que recherche pour qu'il n'y ait pas de compétition inhibitrice justement entre ces deux exploitations de ressources. Vous avez indiqué que les AMP, leur aire est relativement réduite. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que justement on augmente l'aire des aires marines protégées? Voilà, c'est ce genre de discussion qu'il faudrait peut-être mettre en œuvre pour que justement la préservation de la biodiversité soit respectée tout en exploitant les ressources pétrolières qui viennent d'être découvertes. J'avais aussi une petite question pour le Dr Sec sur les glossines. Là, effectivement, j'ai pu voir l'évolution du projet. On en est presque au bout, comme il disait tout à l'heure. Alors, j'avais juste une petite frayeur quand même, parce que vous nous annoncez que politiquement, il va être annoncé l'éradication des glossines. Ça, moi, je ne sais pas s'il faut le faire, mais si c'est décidé, qu'il en soit ainsi. Parce que, comme vous le savez, on est sur le matériel biologique, on est sur des problèmes d'écologie, de développement. Il n'est pas impossible qu'on redécouvre encore des infestations qui n'étaient pas du tout prévues. Donc là, même si c'est fait, vous, en tant que scientifique, soyez, disons, de bons conseils en demandant aux politiques d'être factuels et de ne pas faire des plans sur la comète à des délais qui ne sont pas raisonnables. Voilà. Mais je vous félicite en tout cas pour les résultats obtenus. Je voulais également signaler dans la présentation du DS les rendements sur l'huile. Je suis quand même très étonné que ces rendements soient encore aussi bas. C'est surprenant parce que sur le 1000. Le 1000. Oui. Ah oui, d'accord. Ouais, autour de 700 et quelques kilos à hectare, alors qu'on nous annonce les crèches de variétés performantes, etc. Bon, c'est peut-être pas là qu'il faut le discuter, on discutera en commission, mais je tenais à le signaler quand même pour qu'on se rende compte qu'il y a un effort à faire pour que ces rendements d'école, qu'on sorte d'un plafond de verre qui est installé depuis un certain temps.
En station, très certainement, les résultats sont bons, mais en milieu paysan, si les rendements sont toujours aussi bas, il y a des questions de recherche, à mon avis, à mettre en place. Qu'est-ce que j'avais encore comme autre question? Oui, toujours. Bon, ça c'est peut-être technique, on en discutera. C'est pour le docteur Sec sur les glossines. Vous avez bien montré, ça je suis d'accord, des FST assez clairs pour le 0,10. Par exemple, les différentes régions, c'est une montre de différenciation. Mais qu'en est-il des FIS à l'intérieur de chaque zone? Est-ce qu'ils sont positifs, négatifs ou élevés? Vous m'avez entendu? Ah. Là, vous m'entendez? Oui, donc je posais la question sur les F statistiques. Vous avez montré des FST qui sont élevés, ce qui est un indicateur d'une bonne différenciation entre les zones. Et ma question c'était sur les FIS, donc ces paramètres qui permettent de voir l'état relatif de la consanguinité ou au contraire des thyroïdes aussi, s'ils ont été mesurés et quel cas est-il. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là parce que je pourrais me continuer ainsi. Merci. Merci, Président. Est-ce qu'il y a d'autres membres du CST qui veulent prendre la parole? On doit analyser, etc. Bon, c'est souvent pas équitable. C'est pourquoi quand je dis que certains centres, il faut comprendre que certains centres ont beaucoup plus de chercheurs. Qui dit beaucoup de chercheurs, c'est pas beaucoup d'activités, beaucoup plus de possibilités. D'autres centres ont moins de chercheurs, donc la comparaison peut-être n'est pas très juste. Mais à côté du nombre d'activités, il y a aussi le nombre de fonds générés. C'est pratiquement ça va ensemble. Quand on a assez de chercheurs, une masse critique, certainement, on a beaucoup plus de chances de gagner des projets. Je dis que nous allons tout corriger tout cela avec maintenant la nouvelle présentation, c'est le plan stratégique où nous avons des activités transversales, en axe, où certainement les gens seront beaucoup plus en équipe plus disciplinaire que d'équipe uniquement sur les domaines. Ça permettra certainement de corriger ces gaps qu'il y a entre les centres, beaucoup plus accentués à cause de la disparité entre les effectifs de centres. Souvent aussi, on a toujours présenté en activité, les activités. Mais cette année, à la programmation, on a plutôt choisi la présentation par l'entrée par projet. Ce qui fait que certainement les prochaines statistiques seront beaucoup plus équitables parce que ce sont les projets qui seront présentés et non les activités. Ça permettra de voir combien de projets on a, etc. C'est des choix. Bien. Maintenant, aux autres questions. Oui, pour le plan stratégique, nous avons dit tantôt qu'il y a eu, c'est vrai, vous avez envoyé vos remarques sur le plan stratégique, vous, le membre du CST, pour dire ok, et c'est ce plan stratégique qui a été adopté. C'est vrai que maintenant, bon, certainement, on va soit vous donner le plan stratégique sur des clés, ou bien tirer ça si vous voulez pour votre session. Donc on pensait que bon, vous l'avez tous puisqu'on vous avait envoyé ça, donc vous le faire. Donc ce plan qui a été adopté. Nous, ce qu'on demande, c'est que comme on le dit, nous l'avons dit, le plan stratégique a plutôt privilégié l'approche axe de recherche. Alors que de façon classique, nous avons dit cela en domaine de recherche, qui ne vont pas disparaître. Parce que c'est ça notre spécialité, on a un domaine de recherche. Mais nous voulons que dans ces domaines de recherche qu'il y ait une transversalité. Que quand quelqu'un, production animale, quand il y a un produit qui puisse travailler avec ses collègues des autres disciplines dans un axe pour attaquer les problématiques qui puissent apporter une solution aux populations. Par là, le producteur, il n'est pas seulement agriculteur, il n'est pas seulement éleveur, il est tout. Donc il faut une approche qui permet d'intégrer tous ces activités. C'est pourquoi nous avons privilégié l'approche par axe qui est transversale. Et par conséquent, donc, mais nous, ce qu'on demande aujourd'hui, puisque nous avions une démarche par domaine, et on avait des coordonnateurs de programme dans les centres et des charges de mission qui sont reconnus par le règlement d'établissement. Maintenant, nous pensons qu'il va falloir avoir certainement des coordonnateurs d'axe. Maintenant, comment faire? Est-ce qu'il va falloir faire cohabiter coordonnateur d'axe, coordonnateur de programme dans les centres et les charges de mission? Ou bien est-ce que la présence ou bien la nomination des coordonnateurs d'axe va faire disparaître les autres? Donc ça, c'est une réflexion. Nous avons pour la programmation mené une discussion après la programmation, une session entière sur cela.
des collègues chercheurs se sont dit que nous allons accompagner la direction scientifique en se réunissant pour discuter, essayer de faire des propositions. Et le syndicat des chercheurs a dit que je prendrai en charge le financement de ces rencontres. Il y a beaucoup de rencontres que les gens ont fait. Évidemment, avec le temps, les conclusions ne sont pas données un peu tard, parce que les gens sont réunis. La dernière réunion a été faite le samedi passé. Donc après la réunion maintenant, il y a un comité qui s'est réuni pour faire des propositions. Et j'ai eu le proposition hier nuit. Dans ce que je vais faire moi, ce soir, je vais essayer de travailler cette proposition, de tirer peut-être dans une ou deux feuilles maximum pour vous donner. Plus maintenant, le plan s'agit, ce qui fait que vous allez pouvoir vous, certainement nous donner votre avis. C'est ce que vous pensez qu'il est mieux pour faire. Et la première proposition qu'on a fait, c'est après cela maintenant, après votre avis, plus les travaux que nous avons dit, nous allons, nous la direction scientifique, proposer au directeur général d'avoir un petit comité ad hoc autour de moi pour pouvoir finaliser la mise en œuvre, pour dire que voilà, désormais, voilà ce qu'on va faire pour faire cela. Cependant, bon, comme je l'ai dit, je pense qu'il faut, bon, moi, ma conviction, c'est qu'il va certainement travailler de telle sorte que, il y a des choses qui sont difficiles à changer. Donc, si aujourd'hui nous disions qu'il faut que les charges de mission disparaissent, ils sont dans le règlement d'établissement. Là, il faut un décret. Certainement, avant que les choses ne sortent, le plan stratégique aura fini. Donc, on a fait 5 ans. En tout cas, on aura beaucoup avancé. Donc, les choses dont les changements sont très longs, certainement, il faut cohabiter avec, avoir la coordination des axes certainement, mais certainement maintenir, en tout cas pour le moment, ces charges de mission qui ont leur mission, qui aident, parce que leur mission, c'est de pouvoir suivre le directeur scientifique, qui de même teste la personne, mais qui n'a pas une compétence sur tous les domaines. Donc, ce qui fait quand il est interpellé, c'est des domaines certainement où il n'a pas compétence, qu'il puisse s'appuyer sur une personne, sur le charge de mission, qui puisse l'aider rapidement, soit par écrit, soit en tout cas, pour pouvoir adresser la réponse qu'il doit à ce qui lui a été demandé. Cela, je pense que ça doit pouvoir se faire avec la coordination des axes qui permettra de mener une recherche transversale. Mais la réflexion est là. Nous attendons vos avis et nous allons pouvoir finaliser ça rapidement. Donc voilà pour ce qui concerne le plan stratégique, ce qu'il y avait. Oui, l'autre question, oui, ce qui s'est passé, bon, vous remarquez parfois, nous avons dans la conception de ma présentation, il y a des choses que je n'ai pas changées. C'est-à-dire que je n'ai pas actualisé, je me rends compte, je n'ai pas actualisé l'encadrement, disons, l'accueil des étudiants, ni le PowerPoint sur la production scientifique. Mais vous verrez dans les documents qu'on vous a remis, dans chaque document, il y a un récapitulatif de la production scientifique. Donc ça est bien. Donc les collègues de la pêche, évidemment, ils ont fait beaucoup d'études. Donc vous verrez ça, ce qui s'est passé. Je fais mon mal une fois. Certainement, c'est sous la pression. Quand je dois être à la fois directeur général et directeur scientifique. Heureusement que j'ai des collègues qui m'ont beaucoup soutenu, il faut le connaître. Je n'aime pas citer de nom parce qu'il y a même ces personnes qui n'aiment pas ça, mais je sais que je suis quelqu'un qui peut se dire heureux parce que vraiment les gens me soutiennent. Voilà, je crois qu'elle a répondu aux questions qui m'étaient adressées. Bon, ah oui, la faiblesse des rendements, ça c'est un problème. C'est-à-dire que nous sortons des variétés qui ont de bons rendements dans nos stations, mais un autre problème se pose. Et je crois qu'il y a 2 ou 3 causes qu'il faut peut-être souligner. L'une des causes, il faut le dire, la production du mil principalement dans le bassin archivé, qu'on appelle le bassin agricole. Les terres sont pauvres. Les terres sont très pauvres. Et les gens préfèrent mettre beaucoup plus d'engrais, les cultures de rente, que de le focaliser sur le mil. Donc ce qui fait que, certainement, souvent, la réponse en fumure ne vient pas comme il le faut. Donc on a des terres très faibles. Mais il y a beaucoup de pertes plutôt post-récolte également pour nos céréales. Ce qui fait que finalement on se retrouve avec des rendements très très faibles. Mais la troisième raison, c'est aussi autant les producteurs se battent pour avoir de bonnes semences, je n'aime même pas le terme, de semences en tout cas, pour l'arachide, pour le riz, moins ils s'intéressent à avoir de bonnes semences pour les autres céréales. Ce qui fait que bon, vous pouvez trouver une culture qui a des semences qui ne change pas ces semences. Par conséquent, il y a une érosion. Donc là, il faut, je crois, aussi faire un travail de sensibilisation pour que les gens acceptent
de prendre des semences qui viennent de la recherche, qui sont des semences certifiées, pour pouvoir, comme ils le font à l'arachide, pour pouvoir avoir de bons rendements. Je crois qu'il y a ça. Donc pour moi, ce sont ces trois leviers qui font que les rendements sont malheureusement faibles. Et l'État du Sénégal, en faisant ces projections, évidemment, a pris les rendements moyens en milieu paysan pour faire ces projections. Mais en réalité aussi, en milieu paysan, ce sont ces rendements qu'on a et qu'on peut dépasser. Voilà. Merci. Républicain, parce que le ministre de la Pêche, officiellement, c'est les chiffres qu'il cite. Mais le CROT a des résultats, et il les connaît très bien. Et je pense que mon collègue Moustapha Dem pourrait peut-être éventuellement intervenir après, pour revenir sur cet aspect-là. On a nos résultats, le ministère a ses résultats, mais on voudrait éviter quand même d'aller en porte-à-faux par rapport aux résultats officiellement déclinés par le ministre de la Pêche dans tous les forats, par rapport à la pêche. C'est simplement ça que je voulais absolument citer. Mais honnêtement, le CROT a fait un travail de fond sur ça et qui est, je pense, disponible. Moustapha Dem pourra y revenir rapidement. Je voudrais également revenir sur la question sur le pétrole. C'est vrai que je comprends un peu le sentiment de certains qui pensent que je ne suis pas allé jusqu'au fond de ma pensée. Mais j'ai dit à l'entame de mon propos que c'était un plaidoyer pour la pêche. Je me suis positionné en tant qu'acteur du secteur de la pêche qui veut défendre la pêche, qui ne devrait pas souffrir de la cohabitation ou de l'exclusion, en tout cas, en cas d'exploitation du pétrole et du gaz. Donc ces deux alternatives, je pense que je les ai bien dans ma tête, mais à ce stade de ma réflexion, et peut-être de mes collègues, on n'en est pas encore là. Nous sommes dans une dynamique de plaidoyer. Parce que, d'une chose, première chose, c'est que toutes les études d'impact qui ont été réalisées par les majors ne sont pas encore disponibles. Donc sur cette base-là, on ne peut pas encore se prononcer. Deuxièmement, toutes les techniques de production du gaz et du pétrole ne sont pas décrites. On ne sait pas quels sont les intrants qui vont être utilisés, quels sont les extrants que les gens vont obtenir, quels sont les résidus qui vont être rejetés dans le milieu naturel. Donc je pense que ces questions-là, si on ne les maîtrise pas, on risque de faire de la réflexion très générale, mais on ne maîtrise pas encore le sujet. Donc, je répète encore, c'est véritablement un travail de plaidoyer et de réflexion, d'anticipation que j'ai essayé de faire par rapport à cette problématique. Les processus ne sont pas décrits. Et quand vous n'avez pas les processus de production bien, j'ai parlé tout à l'heure, par exemple, de la liquéfaction du gaz. Cette technique-là, l'Angola et le Nigeria, ils ont renoncé parce qu'ils savent que ça a des impacts ou bien c'est extrêmement lourd. Mais quand vous ne maîtrisez pas ces choses-là, vous ne pouvez pas encore vous aventurer. Donc, véritablement, comme je le répète,